Ça qui passe attaché yo. Ou souvent entendez parler de maçonnerie, pas vrai? Mais qui ça qui maçonnerie là? Ou bien la franc-maçonnerie? Est-ce qu'on te connaît qui j'ai créé? Est-ce qu'on connaît qui travail yo fait? Et est-ce qu'on connaît parcours yo avec objectif yo? Qui ça qui rituel avec degré dans maçonnerie là? Moi-même trop petit pour me parler de gros autobré puissance yo. C'est pour ça à travers recherche, m'bral partager un pile bagage de franc-maçon yo via livre ça que Gadi Jean-Pierre écrit qui c'est journaliste et théologienne haïtienne. Restez là jusqu'à la fin parce que vous va jouer dans pile bagage. Bon visionnage à tous et à toutes. Durant nos investigations sur les origines de la société Watchtower, nous avons été rapidement aiguillés vers un phénomène peu connu du grand public, une institution particulière qui porte le nom de franc-maçonnerie. En effet, pour bien comprendre le fonctionnement de ce culte récent, environ 120 ans, il est nécessaire de connaître la base et le principe de la franc-maçonnerie. La Watchtower et la franc-maçonnerie sont deux sœurs jumelles indissociables qui aujourd'hui semblent ignorées. Mais ce n'est qu'une apparence. Il y a à peine un siècle, l'homme clé de cette institution, Charles Taze Russell, a réussi une association étonnante entre deux concepts au demeurant opposés, la religion et la maçonnerie. Cette union fut pourtant un réel succès, un véritable travail d'orfèvre, car cet homme y avait mis le moyen nécessaire. La franc-maçonnerie est une école de pensée très particulière, omniprésente dans notre vie de tous les jours. Elle est orientée vers l'ésotérisme, participe aux décisions les plus importantes de nos pays, de notre économie, de notre justice, de l'armée, de nos cultes. Elle agit comme une tierce personne qui opère à l'abri des regards indiscrets, donne son avis sur tout et ses initiatives sont souvent capitales. Très peu de personnes, sauf peut-être quelques ecclésiastiques audacieux ou quelques journalistes téméraires, ont eu le courage de la défier ou d'en révéler le revers de la médaille, de dénoncer ce qui se passe réellement dans les coulisses de ce milieu hermétique, secret, réservé aux seuls initiés. Il y a pourtant une explication simple à donner. Lors de l'initiation d'un nouveau membre, il prête serment sur sa vie de ne rien divulguer sur le déroulement des tenues ou réunions maçonniques et sur les travaux au sein des loges. Ceux qui l'ont fait ont reçu au préalable l'approbation de leurs supérieurs hiérarchiques et de plus, tout a été scrupuleusement vérifié avant publication. Mais maintenant, posons la question de fond. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? En quoi sa compréhension peut-elle nous éclairer sur le fonctionnement de nos sociétés modernes? Quel rôle a-t-elle joué dans le passé et à notre époque? Pour entamer une ébauche de réponse, considérons le point suivant. La plupart de nos institutions économiques et politiques occidentales sont basées sur le concept de la République. Cette dernière tire ses origines directement des loges. De très illustres personnages, très souvent maçons, ont participé à l'élaboration de ces fondations. La Révolution française de 1789, la Constitution des États-Unis d'Amérique en 1776 ou la création de l'Organisation des Nations Unies sont quelques exemples des plus fabuleux projets élaborés le plus intime secret de leurs ateliers. Mais depuis un convent tenu en 1831, une assemblée générale, la fraternité maçonnique s'est vue attribuer une nouvelle tâche, donner naissance à des cultes, dans le but d'annihiler certains dinosaures religieux. Maintenant, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Une institution initiatique millénaire basée sur la fraternité et le secret ésotérique, elle est la digne héritière des sociétés secrètes du passé.
Tous les empires, toutes les civilisations ont vu naître des individus exceptionnels, se sentant différents des autres, aimant se retrouver entre eux afin de partager ce concept que nous, les profanes ou les non-initiés, ne pourrions pas comprendre et apprécier à leur juste valeur. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie ne souhaite plus se présenter comme une société secrète, mais discrète. Elle a pignon sur rue et son enseigne est clairement affichée. Le terme maçon nous vient d'Europe, du Moyen-Âge, de 900 à 1350 après Jésus-Christ. Il prit naissance lors de la construction des cathédrales gothiques et des châteaux forts qui s'étala sur un peu plus de 4 siècles. À cette époque, il y avait un énorme besoin en maçons de métier pour l'édification de ces édifices majestueux. Les employeurs s'appelaient les chevaliers templiers ou encore chevaliers de la lumière. Il s'agissait en fait de moines chevaliers qui, lors d'une croisade, avaient été initiés sur une période de 15 années aux sciences orientales, à l'alchimie et à l'occultisme par des sages du Moyen-Orient. Ces hommes avaient fini par s'attirer la crainte du peuple et même de certains rois. Nous citerons 2 noms célèbres, Hugues de Païen et Jacques de Molay. Il avait obtenu de la plupart seigneurs d'Europe et des prélats catholiques de l'époque la permission de prélever parmi le peuple des individus capables de travailler sous leur commandement en guise de paiement pour leurs travaux. Ces maçons étaient directement rémunérés par ces moines guerriers qui, en échange, les affranchissaient totalement des taxes dues aux seigneurs et de la dîme à l'Église. Ainsi, on les a désignés comme maçons affranchis ou maçons libérés. En anglais, on dit Free Mason. Puis finalement, franc-maçon. À ses débuts, la franc-maçonnerie était qu'une coopération de métiers un peu particulière, admettons-le. On y échangeait des secrets sur l'architecture des édifices. On s'organisait autour d'un rituel pour élaborer des plans de construction. Mais à la fin du Moyen-Âge, donc à la fin des grands travaux, les francs-maçons n'étaient plus réellement utiles puisque leur œuvre était terminée. C'est la raison pour laquelle la fraternité maçonnique a modifié ses statuts pour s'orienter définitivement vers une organisation purement spéculative. Et c'est ainsi que des philosophes et des libres penseurs ont fini par remplacer les maçons de métier. Le rôle du franc-maçon n'était plus de la construction de bâtiments majestueux, mais le travail d'une nouvelle pierre symbolique, celle de l'édification morale, mentale et spirituelle de l'être humain. Un vaste chantier. Le premier virage important dans l'histoire de la maçonnerie spéculative s'est produit en 1717 à Londres. Des francs-maçons de haut gradé ont décidé de fédérer les loges qui jusque-là étaient restées indépendantes et autonomes afin de créer une obédience puissante, une loge mère. Pour mener à bien ce projet, il fallait revoir et adapter très sérieusement les différents rituels aménagés dans chacune d'elles, les transcrire par écrit et les faire adopter par toutes les loges appartenant à l'obédience. Les francs-maçons sont par définition des gens qui vivent dans le respect des idées de leurs frères. Ainsi, plusieurs obédiences ont vu le jour, adoptant pour la plupart les constitutions d'Anderson, transcriptions revues et corrigées des différents rituels du passé. À ce point de la représentation, il est utile d'expliquer quelques termes spécifiques à la franc-maçonnerie. Les francs-maçons s'appellent toujours frères entre eux. Une loge est leur lieu de réunion, un lieu sacré. Ils s'appellent aussi temple ou atelier. Aux États-Unis, on dit aussi ecclésia, terme utilisé parfois chez la Rose-Croix et dans les loges du Rite d'York. Une loge n'est pas un simple local de rencontre. Elle est située sur un endroit choisi avec précision.
En général, à forte résilience tellurique ou dans le prolongement de celle-ci. Une loge est orientée, c'est-à-dire qu'elle respecte scrupuleusement les 4 points cardinaux et chacun d'eux a une signification profonde. Elle est remplie de symboles qui aident les francs-maçons à s'impliquer spirituellement et mystiquement dans leurs travaux. Elle n'est utilisée que pour des rencontres maçonniques et uniquement par des personnes dûment reconnues comme telles. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'un rituel. Nous pouvons le décrire comme un mode opératoire, une méthode adoptée par une loge pour régir son organisation, le déroulement de ses réunions, appelées tenues, et le comportement de ses enfants. Il y a différents noms à ces rituels. Le plus connu est le rituel écossais. Il fut élaboré en Écosse, d'où son nom. Le rituel d'York, originaire d'Angleterre, il est utilisé plus particulièrement aux États-Unis de nos jours. Le Memphis, le Misraïm, la Rose-Croix, etc. Tous ce sont des rituels dans le franc-maçon. On peut même dire que certains rituels ont donné leur nom à leur obédience, comme la Rose-Croix. Avec le temps, ils ont fini par être remaniés et de nouvelles obédiences ont vu le jour. Aujourd'hui, il y a une profusion de loges et de l'obédience de par le monde, mais toutes sont pourtant homogènes car elles restent agrippées au concept privilégié de la fraternité et de l'unité. Dans chacun des rituels, nous retrouvons une structure commune, le grade. Les grades sont les degrés de l'initiation, des échelons en somme correspondant au niveau de connaissance, de spiritualité et de capacité à raisonner selon les lois maçonniques. Les 3 premiers grades sont l'apprenti, le compagnon et le maître. 90% des maçons du monde entier sont confinés dans ces grades et ils ne les dépasseront jamais. Les loges qui forment à ces premiers degrés sont appelées loges bleues. Il y a des degrés supérieurs, mais ils s'appliquent tous au perfectionnement du grade de maître. On les appelle pour la circonstance les supérieurs inconnus. Le rituel écossais contient 33 degrés, le rituel d'York 10 degrés, le Memphis Misraïm 90 degrés et la Rose-Croix 13, parfois 7 à 11 degrés. Ces grades s'acquièrent uniquement par l'assiduité et la régularité de les travaux de loge. La constance dans ceci permet pour certains maîtres d'atteindre un stade supérieur appelé illuminisme, d'où son dérivé latin illuminati, mot qui peut se traduire par avoir la connaissance, ceux qui savent. En général, les individus ayant atteint le sommet d'un rituel sont des candidats privilégiés pour ce stade très convoité. Pour ce stade très convoité, une étape où ils auront l'exacte connaissance de ce qu'ils font et surtout pourquoi ils le font. La franc-maçonnerie utilise différents symboles. En fait, dans la maçonnerie, tout est symbolique. Il existe des symboles matériels, objets représentant les outils maçonniques, graphiques, philosophiques et linguistiques. Bon, attachez-vous, si nous apprenons à parler de ça qui est en dans maçon loja, et bagay moi pour me dire nous, quantité minutes ça tape trop petit. Donc pour éviter vidéo ça trop longue, d'apporter un peu l'autre bagay pour une vidéo. Ça pour faire c'est abonner, like et partager, quitter un commentaire pour nous plus courage, plus force pour nous continuer porter pour parce que il y a un pile bagay n'a porter pour. Donc restez abonné, j'aime tout là, n'a croisé dans l'autre vidéo. Rendez-vous vendredi si Dieu veut.